Eh bien voilà, nous voilà partis pour ce nouveau webinaire. Eh bien, bonjour à tous et merci pour votre participation à ce premier webinaire de l'année. Et au nom de toute l'équipe d'InfoRisque, je vous présente nos meilleurs vœux pour 2024. Alors, les atteintes de la santé au travail sont encore tellement élevées qu'InfoRisque continuera donc à vous offrir en 2024 de l'information pertinente et des solutions concrètes pour vous aider au quotidien dans votre gestion des risques professionnels. Alors, InfoRisque est maintenant le média dédié à la santé et la sécurité au travail le plus suivi de France, et c'est grâce à vous. Merci. Mais pour continuer à vous offrir des contenus gratuits et diffuser encore au plus grand nombre des messages de prévention, eh ben, nous comptons encore sur votre soutien. Alors, si en 2024, vous deveniez vous aussi des ambassadeurs d'InfoRisque par vos partages, vos likes et vos commentaires. Voilà, et comme InfoRisque, c'est aussi une marketplace où des fabricants et experts vous présentent des solutions concrètes de prévention et de gestion des risques. Venez donc les consulter, les solliciter pour vos prochains achats, car en soutenant nos adhérents, vous soutenez aussi InfoRisque. Alors aujourd'hui, nous sommes ravis de vous proposer ce nouvel épisode des Midis de la santé et de la sécurité au travail. 45 minutes pour se former et s'informer. Donc, et avec un sujet crucial, les injonctions paradoxales et leurs conséquences sur la santé des salariés. Alors, pour évoquer ce sujet complexe, nous avons sollicité une experte, Marina Grisoni, issue d'une double formation universitaire en psychologie et management des ressources humaines. Alors, Marina Grisoni se spécialise ensuite dans la prévention des risques et fonde le cabinet Etaya dans les Alpes de Haute-Provence, à 1 heure de Marseille, on le précise, en 2018. Alors, grâce à son réseau d'experts, Etaya accompagne aujourd'hui les entreprises au niveau national dans la globalité de la gestion de leurs ressources humaines. Marina Grisoni, bonjour. Bonjour François et bonjour à tous. Alors, sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Alors, les injonctions paradoxales et les conséquences sur la santé des salariés. Alors, nous avons convenu avec Marina de découper son intervention finalement en trois parties. En premier lieu, nous évoquerons le concept, puis les conséquences sur la santé des salariés et l'entreprise. Et enfin, nous verrons les solutions et les bonnes pratiques. Alors, surtout, n'hésitez pas à vous poser vos questions sur le chat. Marina y répondra dans le dernier quart d'heure de ce webinaire. Alors tout de suite, sans transition, Marina, quel est ce concept voilà, de ces injonctions paradoxales, un nom bien barbare? Alors, on va essayer de faciliter un petit peu le sujet, de le rendre un peu plus compréhensible, parce qu'en effet, l'injonction paradoxale, dit comme ça, c'est très barbare. En fait, l'injonction paradoxale, ça peut être défini comme une situation dans laquelle on va vous demander quelque chose, donc on va vous donner des informations, sauf que les informations que l'on vous donne, elles se contredisent entre elles et elles s'opposent. Donc, en fait, vous ne pourrez répondre à la demande, obéir finalement qu'en désobéissant, ou alors vous allez désobéir en obéissant. Finalement, cette injonction paradoxale, en psychologie, on appelle ça aussi une double contrainte. Elle va venir créer une confusion chez l'humain qui ne pourra pas être résolue à l'aide de la logique. Par exemple, si là maintenant, François, je vous dis, soyez spontané, en fait, je vous demande d'être spontané en obéissant à un ordre. Donc, naturellement, si vous essayez d'être spontané en obéissant à un ordre, bah finalement, vous ne pouvez pas être spontané. Donc, finalement, l'injonction paradoxale, bah, c'est ça. C'est comment obéir en désobéissant, comment répondre à une demande, euh, finalement, qui s'oppose entre elles. Oh, c'est un conflit à la logique. Exactement. Hmm. On se retrouve à ne pas pouvoir satisfaire l'entièreté de la demande. Et on retrouve ça dans un contexte professionnel. On le retrouve malheureusement souvent dans le management. Euh, C'est-à-dire les objectifs contradictoires, ils sont quand même de plus en plus présents. On va par exemple aujourd'hui parler de productivité à court terme, mais en même temps, il faut aussi garder une productivité à long terme. Or, la réalisation de ces deux choses, ça va pas fonctionner par la même méthode. On nous parle beaucoup de valeurs d'entreprise, d'intégration, de valeurs collectives, et en même temps, il faut prendre en compte la différenciation des individus. Vous voyez,
je dois avoir mon individualité, mais en même temps collée aux valeurs de mon entreprise, donc valeurs collectives. On doit innover, mais surtout, il ne faut pas sortir du cadre. Donc tout ça, ce sont des injonctions paradoxales dans lesquelles on peut se retrouver, notamment les managers de proximité. C'est la population qui se retrouve la plus exposée euh, en tant que sujet à l'injonction paradoxale et qui, de fait, vont transmettre de l'injonction paradoxale à leurs équipes. Alors, Voilà. mais du coup, peut-être qu'il y aurait un exemple concret que vous avez peut-être rencontré avec, dans le cabinet ETEIA, quelque chose qui permettrait de bien de matérialiser un peu ce que c'est que, parce qu'on en a parlé, Mm, mm. effectivement, il y a la partie humaine, il y a la partie managériale, mais voilà, un exemple pour illustrer ça. Oui, alors un exemple concret que j'ai pu retrouver dans une situation de travail que j'ai analysée, c'était le cas, donc c'était un manager qui travaillait, donc un middle management, manager de proximité, qui donne comme directive à son collaborateur, donc dans son entretien annuel, le problème que tu as, c'est que tu ne prends pas assez d'initiatives, donc moi j'ai besoin que pour cette année, tu prennes des initiatives, tu prennes des décisions autonomes, que tu puisses résolver les problèmes de manière créative. Donc il lui dit ça. Et puis il lui dit, mais par contre, surtout, assure-toi de toujours venir me consulter avant de prendre des décisions importantes. Moi, je veux que tu sois autonome, mais je veux quand même être informé de tout ce que tu fais. Donc il lui dit ça. Donc vous voyez, dans cet exemple-là, le manager, clairement, il envoie un message contradictoire si on analyse un petit peu cette demande-là. Euh, il encourage l'autonomie, l'initiative, et en même temps, il va imposer la condition de consulter systématiquement de le consulter systématiquement avant de prendre une décision importante. Et ça, qu'est-ce que ça a créé pour son collaborateur? Une incertitude sur le degré d'autonomie qu'il avait, à quel point il y avait nécessité de devoir consulter son manager dans son travail. Donc ça a entraîné de la confusion, de la frustration, ça l'a complètement découragé. Et en fait, il y a eu un conflit qui est sorti de cette histoire-là, et c'est dans ce cadre-là que moi je suis intervenue auprès de l'entreprise, un conflit et une grosse incompréhension entre le manager et son collaborateur. Et finalement, quand on analyse tout ça, on voit bien que le manager, il n'a pas, parce que quand je lui en ai parlé, hein, il n'a pas envoyé volontairement ce message contradictoire, mais en fait, dans sa communication, il y avait de la confusion. Lui-même étant aux prises j'ai envie d'être un bon manager. On m'a appris en formation de management qu'un bon manager, il fallait déléguer, il fallait faire confiance à ses équipes. Mais en même temps, une pression du résultat par la hiérarchie, la peur d'avoir un retour client négatif, de ne pas atteindre les objectifs. Donc, vous voyez, lui-même se retrouvant en double contrainte, en état de stress et en état de confusion, il a transmis ça à son équipe, en fait, à son collaborateur. Cette confusion, elle se propage et elle est contagieuse. Exactement. Parce que Hmm. souvent, en état de stress, on va se retrouver à moins analyser aussi nos discours et à aller dans cette injonction paradoxale. Mais du coup, ça a des conséquences sur la santé, du coup. Parce que forcément, je dirais qu'il y a des... On parle, bon, parce que quelque part, on pourrait se dire, oui, c'est une information, ça peut créer un conflit. Mais alors, ce qui est grave, parce que c'est toujours important, c'est toujours grave d'avoir un conflit en entreprise. Mais si on parle clairement aussi de santé, en quoi ça impacte la santé? Alors clairement, ça va créer un conflit externe, comme je vous l'ai dit, mais aussi un conflit interne. Euh, et en fait, cet effet de double contrainte, ça a été d'ailleurs étudié, si ça intéresse certains, il y a les travaux d'Enestad dès 90 qui ont travaillé sur les conséquences de la double contrainte sur le physique, la santé physique des individus. Euh, En fait, on peut mettre en lien l'exposition de l'injonction paradoxale avec les conséquences des risques psychosociaux. Puisqu'en fait, l'injonction paradoxale vient créer un stress à l'intérieur de l'être humain, à l'intérieur de la personne, et donc les effets du stress vont ressortir. On va avoir du coup toutes les conséquences, enfin les tristes conséquences, je vais vous dire, du stress chronique. Donc on va avoir les conséquences malheureusement les plus connues,
les burn-out, les dépressions, les suicides, malheureusement, ça arrive aussi. Euh, mais il y a aussi d'autres cas un peu moins évidents, mais dont les études ont par contre clairement établi le lien avec la surcharge de stress. On va avoir des AVC, des crises cardiaques. On peut avoir aussi des problèmes de peau, des ulcères. Donc, vous voyez, c'est vraiment euh, des On n'est pas effets. on n'est pas dans des conséquences bénignes. Non, on n'est pas dans des conséquences bénignes, pourtant de quelque chose qui pourrait passer comme quelque chose d'anodin. Je vous grossis le trait, mais on pourrait se dire finalement que bah, le soi spontané que on va donner quotidiennement à nos collaborateurs pourrait finalement entraîner la crise cardiaque de ce salarié qui est très impliqué dans son travail. Je vous grossis le Et trait, mais que- on en est un peu Hum. là. euh, parce qu'il faut Il y a savoir une quand même. chose, Oui, oui. Oui, il y a une allez-y. chose qui m'a beaucoup surprise lorsqu'on on a préparé cet entretien ensemble. Et vous parliez qu'effectivement, en plus, ça impacte surtout, enfin, c'est le cas de le dire, ça impacte les gens qui sont quelquefois, les plus impliqués dans l'entreprise. C'est exactement ça. Euh, c'est les salariés, souvent les salariés les plus impliqués, qui ont envie de bien faire leur travail, d'y trouver un sens. J'ai envie de vous dire surtout de ne pas en perdre le sens. On en est souvent là quand même, d'essayer de ne pas perdre le sens de son travail. Et finalement, euh, si on se met dans le contexte là, c'est difficile de continuer d'avancer sereinement dans son travail quand au quotidien on se dit bah, finalement je ne sais plus vraiment ce qu'on attend de moi. Et l'injonction paradoxale, par définition, elle emmène vers ça. C'est-à-dire que bah, je ne sais plus vraiment ce qu'on attend de moi. Quoi que je fasse, je ne pourrai pas répondre correctement à la demande. Donc, ça me met en état de mal-être. Écoute, tout ça, et on a parlé, là, c'est la partie, je dirais, la partie salariée, enfin la partie humaine de la chose. Là, je dirais l'importance ou les répercussions aussi sur l'entreprise. Parce qu'on Oui, on touche quand même d'autres leviers dans ce cas-là. oui, on a les conséquences sur les salariés et de fait des conséquences aussi pour l'entreprise. Les conséquences pour l'entreprise, elles vont être multiples. On va avoir bah, déjà une confusion et une frustration de nos salariés. Sauf que quand on est dans ce mécanisme et dans cette organisation de la confusion, de fait, ça va avoir un impact sur nos clients. Euh, Par exemple, euh, j'ai des demandes clients et puis moi, en tant que salarié, mes responsables, mes managers ne me donnent pas de priorisation claire. Je dois répondre à tout le monde en même temps. J'ai pas d'objectif clair et défini. Si je ne suis pas dans la capacité, moi, de pouvoir faire un choix ou que je n'y arrive pas, je ne pourrai pas répondre correctement à mes clients. Donc, naturellement, je vais avoir de l'insatisfaction de la part des clients. Donc, voilà, retour client négatif, potentiellement baisse de mon chiffre d'affaires hein, pour l'entreprise. Si j'ai des clients qui ne sont pas satisfaits, Ça peut être la productivité, ça peut être les choses comme ça. Mm. ça peut être la productivité, ça peut être une utilisation des ressources qui va être moins efficace, puisque je ne suis pas dans l'optimisation des ressources si j'ai pas de priorisation claire et d'objectifs clairs dans mon travail. Un manque de communication, une explosion des conflits, des malentendus, euh, une résistance au changement aussi. Donc quand je veux mettre en place, et on le voit beaucoup aujourd'hui quand même, une nouvelle organisation dans mon travail, bah, si je n'ai pas donné une explication claire, une directive claire finalement pour rassurer mes collaborateurs, naturellement je vais avoir de la résistance au changement et donc un mal-être au niveau individuel, mais au niveau de l'entreprise aussi. En Bon, plus du... le Oui. temps file vite, mais donc on a compris un peu finalement ce concept, cet effet. Maintenant, j'ai envie qu'on arrive vite sur sur la troisième partie, je dirais, les solutions et les bonnes pratiques. Parce que alors, finalement, c'est aussi l'objectif, c'est Mhm. de savoir bah, comment on peut éviter d'en se tomber dans ces pièges de ces injonctions paradoxales. Bah, je dirais, voilà, pour un manager, comment fait-il pour essayer voilà,
d'être carré et éviter ces travers. Alors, les bonnes pratiques. Si on le dit simplement, ce serait, après je vous expliquerai un petit peu des techniques efficaces, ce serait donner des directives claires et cohérentes, avoir une communication ouverte, des attentes réalistes et une gestion cohérente de notre organisation. Sauf que ça, c'est facile à le dire. Chacun d'entre nous sait bien que la mise en application, elle n'est pas toujours si évidente. Donc, ce qu'il faudrait faire, déjà la grosse difficulté, notamment quand on est en middle management, en manager de proximité, c'est de réussir, quand nous-mêmes on est soumis à une demande contradictoire, d'arriver à choisir nous un axe clair pour éviter de retransmettre ça à nos équipes. Donc finalement, ne pas intégrer ses propres contraintes à la demande, ce qu'on fait parfois même sans s'en rendre compte, hein. C'est ce que je vous ai expliqué par exemple tout à l'heure avec notre manager qui était en pression par rapport à sa hiérarchie. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand vous faites une demande, pour éviter de tomber dans cette double contrainte quand on communique, c'est de toujours se demander quelle est l'action qui compte le plus, en se disant qu'il ne peut y avoir qu'une seule action dans ma demande. Par exemple, dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'autonomie, la prise d'initiative ou bien le reporting, afin que notre manager puisse atteindre son objectif de travail? Donc déjà, le fait de se dire quelle est la demande la plus importante, ça permet de prioriser et d'essayer de limiter finalement nos injonctions paradoxales. Une autre astuce que moi j'aime bien, on l'utilise beaucoup en psychologie parce elle est visuelle, c'est de vérifier ce qu'on appelle la non-binarité de la demande. C'est-à-dire en fait de se représenter chaque action que l'on va demander par une couleur noire ou blanche. Et se dire que ma demande au final, elle doit être soit noire, soit blanche, mais en aucun cas elle peut sortir grise. Et donc quand on va faire une demande à quelqu'un, on va l'analyser, cette demande-là, et on va associer chaque action à une couleur. Si toutes mes actions, elles sont de type blanc, par exemple, je ne dois pas avoir au milieu de ces actions une action noire. Par exemple, je reprends toujours l'exemple précédent, soit autonome, on pourrait dire ça, c'est associé à la couleur blanc, soit innovant, c'est blanc aussi, ça va dans le même sens. Mais n'oublie pas de me reporter tout ce que tu fais d'important. Ça, pour le coup, c'est noir. Mais là, naturellement, c'est visuel pour moi de me dire, il y a un problème, puisque je ne suis pas que dans les demandes blanches ou dans des demandes noires. Donc ça permet quand même de pouvoir limiter nos injonctions paradoxales. De la même façon, éviter tout ce qui est généralité vague qui pourrait être interprété de façon différente par le collaborateur que j'ai en face de moi. Éviter l'interprétation, aller vraiment sur des faits. Avoir un discours euh, où on est donc sur des faits du quantifiable, du mesurable. Il ne peut pas y avoir de doute sur la demande que je fais. Déjà, ça peut limiter pas mal quand même d'injonctions paradoxales. Une autre bonne méthode, euh, c'est... Preneur des bonnes oui, méthodes. oui, j'essaye de vous en donner un maximum dans le temps que l'on a. Mm. Euh, c'est d'écouter, de ne pas hésiter à écouter ses collaborateurs. Alors là, je fais un petit clin d'œil à mon collègue Vincent Beau. Le management par l'écoute, c'est quelque chose de super justement pour limiter l'injonction paradoxale. Finalement, on apprend énormément en fait de son propre management en étant à l'écoute des collaborateurs qui nous entourent. Déjà parce que ça permet de s'assurer qu'on est cohérent au fil du temps. Parce que le problème, il est là aussi, c'est je peux faire attention à avoir un discours clair sur du court terme et puis au fil de quelques mois me laisser déborder par le stress et mon discours devient confus. Alors que si on est vraiment dans une euh, écoute active telle que définie en psychologie par Carl Rogers, c'est-à-dire écouter avec attention ce que l'autre a à nous dire, saisir chaque détail, le verbal, le non-verbal, euh, ça va permettre de créer au quotidien, parce que ça se travaille au quotidien en fait, un climat de confiance avec nos collaborateurs, de façon à ce que lui puisse se sentir libre de venir s'exprimer, me faire part
de ses questionnements, de ses doutes, de ses incompréhensions, bah, finalement en sachant qu'il ne sera pas jugé par son manager. Et là, il s'agira aussi pour le manager, bien évidemment, d'être ouvert à la réaction de son équipe, éventuellement d'ajuster ses communications s'il apparaît de l'injonction paradoxale, parce qu'on n'est pas du tout à l'abri que ça apparaisse, de laisser ses collaborateurs poser des questions, comprendre, participer, travailler en intelligence collective. Tout ça, c'est des outils vraiment qui permettent de limiter les injonctions paradoxales. Peut-être avant de passer quand même à la question, peut-être que là-dessus, je sais pas, un exemple, bah, dans votre cabinet, est-ce qu'il y a un exemple comme ça de situation sur lequel vous avez pu intervenir et puis de voir comment s'est passé, c'est un peu cet accompagnement et puis le résultat de tout ça. Oui, alors une méthode que l'on aime bien utiliser, nous, justement pour essayer de sortir de ces injonctions paradoxales, c'est de travailler notamment en groupe de travail. Donc, je pense, j'ai une entreprise en tête sur laquelle j'étais intervenue pour ça. On avait mis en place avec les managers de proximité et leur N+1 des réunions mensuelles pour fixer les objectifs. Ça, ils avaient déjà leur réunion, sauf qu'il en ressortait énormément d'injonctions paradoxales. Euh, on a décidé de travailler dans ces réunions sur l'intelligence collective. Donc déjà, chacun avait son petit sujet à travailler avant la réunion, apporter son savoir, sa maîtrise, sa connaissance. Et à la fin de la réunion, il y avait toujours deux temps. Euh, un temps qui était basé sur, donc chaque personne prend la parole et dit, bah, moi, qu'est-ce que je retiens de la réunion? Qu'est-ce que j'en comprends? Et quelles sont les couleurs que je donne aux différents thèmes de cette réunion? Donc en prenant ces couleurs noires et blanches, ça permettait tout de suite de voir s'il y en a un qui a du blanc, du noir, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si c'est pas clair, bah, comment on fait en sorte que le sujet devienne clair et que pour tout le monde, on soit dans la même directive. Ça permet d'éviter la non-binarité. Euh, et un autre point où je me sers d'un petit jeu de société qui s'appelle la boîte de com de l'équipe. Et donc c'est un petit jeu, chacun va piocher une carte, vous avez des petites questions. Par exemple, bah, chacun va essayer d'obtenir de son voisin de gauche une information qui le concerne. Alors, on est hors travail, mais ça permet de bien travailler sur les thématiques du travail aussi, ses goûts, ses projets. Donc, il a 5 minutes pour nous raconter quelque chose. Et à la fin, bah, son collègue doit restituer en classant les thématiques, justement, de façon non contradictoire, avec une thématique blanche, une thématique noire, pour voir aussi des fois les injonctions paradoxales dans le discours et finalement dans l'humain, hein. L'humain est fait lui-même de paradoxes. Et ça marchait bien, on a travaillé comme ça sur quelques mois, finalement, pour que ça devienne un mécanisme et que chacun puisse oser sans contrainte dire, bah là, pour moi, c'est pas clair. Et ça Parce que avait souvent, dans les plutôt échanges, bien quand fonctionné, on ouais. parle du dialogue, Mm. l'écoute, etc., enfin, dès qu'on parle d'écoute, il y a quelquefois le poil qui s'irrisse. Enfin, il y a des réactions quand même assez, oui, c'est le cas de le dire, assez épidermiques. Dès qu'on parle d'écoute, c'est-à-dire comment on attrape aussi comment on attrape ce sujet, quoi. Comment on attrape ce sujet de l'écoute. Alors, effectivement, le jeu où il y a des. Oui. Mm. Bah, souvent, en fait, ça peut faire peur d'écouter, puisque à partir du moment où on écoute, ça peut être aussi le moment où on va nous remettre en question nos méthodes de management. Euh, c'est souvent l'ego qui parle quand on a peur finalement d'être à l'écoute. Le fait d'arriver à se détacher de ça et de se dire finalement je me mets moi dans une position d'écoute, mais cette position d'écoute, elle va me permettre de développer un sentiment de confiance, un climat de confiance avec mon équipe qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs plus vite, plus rapidement, de façon beaucoup plus efficiente. Donc finalement, il ne faut pas avoir peur de se lancer à écouter. Euh, Et en général, ça se passe plutôt bien pour les équipes, puisque les retours sont toujours positifs, hein. Moi, j'ai jamais entendu une équipe dire c'était mieux quand nos managers ne nous écoutaient pas. Mais du coup,
est-ce que il faut que toute cette démarche d'écoute, elle parte d'une entreprise, enfin d'un prestataire extérieur qui va installer ça, ou finalement l'entreprise, elle peut se mettre les mains dans le cambouis et y aller directement? Alors oui, euh, on sait tous comment écouter, c'est juste qu'on ne se donne pas forcément les moyens de le faire. Donc bien entendu que ça peut être fait directement en interne. On peut être aussi accompagné par des prestataires extérieurs. Nous, souvent, on intervient dans des entreprises qui veulent de la méthodologie. Ça, c'est ce qui est plus dur quand on le fait en interne, c'est peut-être de trouver de la méthodologie concrètement. euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, au quotidien, pour retrouver une nouvelle organisation de travail qui laisse de côté l'injonction paradoxale. Mais ça peut être aussi fait en interne, en discutant dans les équipes quels sont les besoins spécifiques à notre équipe de travail et comment on pourrait faire pour améliorer notre travail ensemble, tout simplement. Oui. J'avais envie aussi de vous poser une question. Alors, elle n'est pas piège, mais euh, est-ce que les entreprises, parce que quand on a préparé cette émission, et puis au niveau de l'équipe InfoRisque, on parlait injonction paradoxale, et puis ça parlait vraiment pas forcément à tout le monde. Avec votre expérience, je dirais, terrain, entreprise, est-ce que c'est vraiment un sujet qui aujourd'hui est pris en compte ou pas du tout? Je sais pas, c'est quoi votre perception par rapport à ça? Alors, c'est pas vu au sens de injonction paradoxale, c'est-à-dire que c'est c'est presque jamais, voire jamais, qu'on va nous contacter en disant on a un problème chez nous, il y a de l'injonction paradoxale. Par contre, c'est perçu au quotidien dans les équipes de travail. Donc, c'est plutôt, euh, on a des problèmes de communication, on a des conflits, on n'arrive pas à faire passer les messages que l'on veut. Ça se traduit plutôt comme ça, sur, voilà, sur de l'incompréhension dans les équipes, des objectifs qui ne sont pas atteints, et ça crée du conflit, puisqu'on a l'impression qu'il y a un dialogue qui est rompu entre management et équipe. Ce qui en fait découle de l'injonction paradoxale, mais en effet, c'est pas ce terme-là qui est utilisé aujourd'hui dans les entreprises. Mais c'est une vraie problématique. Ça ressort aussi beaucoup. Moi, je fais pas mal d'audits sur les risques psychosociaux, d'accompagnement sur les risques psychosociaux. Et quand je travaille sur, on part des conséquences, hein. Est-ce qu'il y en a chez vous? Est-ce qu'il y en a ou pas? Et quand on part des conséquences, qu'on voit les effets, qu'on remonte sur les causes, bien souvent, dans les causes, on peut retrouver de l'injonction paradoxale. Et dans un second temps, on va accompagner l'entreprise sur ces causes-là, notamment l'injonction paradoxale. Bon, l'injonction paradoxale, en gros, ça permet de mettre je dirais, des mots sur des mots MAUX, quoi. Exactement. Et ça permet, c'est des mots qui permettent d'éviter des mots MAX. Alors, peut-être la notion, puisque justement, on parle quand même de santé au travail, peut-être revenir aussi sur la question, justement, on l'a abordé tout à l'heure un peu pour la santé. Est-ce que justement, de quelle manière euh, finalement, par rapport à cette expérience que vous avez eue en entreprise, est-ce qu'il y a justement un effet positif qui a été trouvé dans la santé? Alors, je ne sais pas, par rapport à des évaluations je sais pas, de présence, de taux d'arrêt, de choses comme ça. Est-ce qu'il y a des éléments mesurables, je dirais, qui diraient pour les entreprises, pour dire bingo, j'y vais, c'est un sujet dont il faut que je m'occupe? Oui, complètement. On va regarder les indicateurs sociaux de l'entreprise. Donc, on peut regarder en effet le taux d'absentéisme, le taux d'accident du travail, le taux de turnover. Vous avez aussi des équipes euh, à l'intérieur de l'entreprise où les gens ne veulent pas rester. On peut regarder aussi les objectifs de l'équipe, des objectifs qui sont atteints et puis à un moment donné, les objectifs ne sont plus atteints. Donc, on va aller chercher les causes. Donc tout ça, ça peut être en effet quantifié, mesuré à travers nos tableaux de bord sociaux. Finalement, on utilise ça pas mal en ressources humaines. Euh, Si on va plus loin, ça peut être aussi quand on est dans une entreprise où il y a des grosses problématiques. Est-ce qu'on a des procès au prud'homme, des plaintes, etc. Mais on espère ne pas en arriver là quand même. Heureusement, ce n'est pas la majorité. Mais déjà sur le taux d'absentéisme et le taux d'accident du travail, ça on le voit très rapidement. Moi, même avant d'intervenir dans une entreprise,
quand on veut voir s'il y a des risques psychosociaux, on va d'abord étudier finalement les indicateurs sociaux et on arrive à se donner une idée à peu près du moment où il y a eu des problématiques qui sont apparues. Sans savoir encore la nature, mais déjà les problèmes, on voit à peu près où ils sont. Une dernière question avant d'en venir aux questions voilà, de tous nos participants d'aujourd'hui. Euh, Moi, j'aimerais aussi voir un peu cet aspect. J'ai perdu ma question. Voilà. Alors, j'étais parti dans un sens et voilà que j'en perds ma question. Parce que oui, la partie, vous avez une double formation et y compris une formation RH. Mm. Bon, nous, au niveau d'InfoRisque, on a quand même une grande communauté HSE. Est-ce que ça, c'est un sujet qui est à la portée des HSE ou c'est plutôt dans la cour des RH? Alors oui, ça peut être à la portée des HSE, justement parce que quand je vous parle d'indicateurs type accident du travail, bien-être au travail, aujourd'hui, c'est pas un sujet qui est porté uniquement par les RH, hein, c'est porté de plus en plus par les préventeurs. Donc oui, moi j'ai accompagné dans l'émission justement comme ça, on essaye de remettre de la communication des préventeurs qui peuvent être aussi les garants de cette bonne communication, de ce bien-être au travail. Donc non, c'est pas un sujet que RH, c'est vraiment un sujet de santé, puisque finalement, quand on parle des conséquences du stress dans les entreprises, on voit bien que c'est un sujet qui est clairement aujourd'hui porté par les services de prévention et par les préventeurs en entreprise. Tout est clair. Alors, on va savoir tout de suite si c'est clair pour aussi pour ceux qui nous accompagnent dans ce webinaire aujourd'hui. Alors, tout de suite, on va passer quand même aux questions. Alors, n'hésitez pas de toute manière, pour ceux qui se sont directement connectés sur le webinaire, vous avez le petit Q et R là pour la partie questions. Et puis, sans ça, on va nous remonter en même temps les questions qui viennent de LinkedIn. Alors, peut-être, Eric, en premier lieu. Peut-on réexpliquer la solution côté salarié face à une injonction? Alors, la solution côté salarié, c'est de pouvoir ne pas hésiter à discuter avec son manager, à aller demander quelle est l'action prioritaire. Euh, des fois, c'est aussi mettre en évidence de dire, bah, là, tu me fais une demande qui est opposée. Par exemple, tu me demandes d'être innovant et en même temps de faire du reporting. Quelle est la priorité? Qu'est-ce que tu veux que je fasse en priorité? Parce que moi, je ne vais pas pouvoir traiter ces deux injonctions-là, c'est ces deux actions en même temps. Donc la solution côté salarié, c'est de ne pas hésiter à faire part de son ressenti aussi, sans être dans la remise en cause du management que l'on a en face, mais déjà de ne pas hésiter à dire que pour soi, on a du mal à comprendre la demande. Une question de Asma. Alors ça, par contre, là, ça vient de la partie LinkedIn. Comment un manager pourra libérer les initiatives de ses employés en gardant l'œil sur les démarches à prendre? Alors, le rôle du management, ça reste quand même justement de pouvoir contrôler. Donc, c'est pas de ne plus contrôler du tout, c'est de donner un axe de priorité clair, c'est-à-dire quels sont les domaines où je te demande d'être dans l'innovation. Dans ces cas-là, je te fais confiance. Quels sont les domaines, donc là, on est sur un autre sujet où je te demande un reporting, euh, mais pas les deux en même temps sur les mêmes thématiques. Ça va être aussi, c'est pas parce qu'on demande à nos collaborateurs d'être innovants que l'on ne va pas organiser des points réguliers avec eux pour échanger aussi sur leurs besoins, pour faire de la transmission d'informations. Donc on a quand même un œil sur le travail de nos collaborateurs, mais on ne peut pas leur demander d'innover et en même temps de contrôler toute leur communication, par exemple. Alors, une question d'Eric. Non, ça, on a déjà vu. Euh, Oral. En quoi, en étant autonome dans ses tâches, pose un souci de reporter les décisions importantes à sa hiérarchie? N'est-ce pas logique? Alors, en quoi, en étant autonome dans ses tâches, pose un souci de reporter les décisions importantes à sa hiérarchie? N'est-ce pas logique? Je pense que c'est bon. euh,
C'est clair, Marina, la question ou pas? Moi, Non, je oui, pense qu'avoir compris un peu là-dessus, c'est que, mais c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la question n'est pas de savoir si la personne peut être autonome dans ses tâches et de faire du reporting. La personne peut être autonome d'un côté et faire des reportings réguliers d'autre part. Là, il n'y a pas de côté paradoxal dedans, hein, si j'ai bien compris, hein, Marina, faut oui, m'arrêter, hein, sans ça. c'est ça. Mais Ce si qui j'ai va, bien ce qui- compris la question, c'est ça, c'est-à-dire l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est pas, enfin, c'est pas sur le même niveau et au même moment et pour la même tâche. Exactement. Oh, c'est merveilleux, je vais pouvoir manager une équipe bientôt. Euh, voilà. Alors, pouvez-vous redonner les références des travaux sur l'impact des injonctions paradoxales sur le stress et la santé, s'il vous plaît? Alors ça, je pense qu'on pourra peut-être le remettre dans le LinkedIn, non? Peut-être, Oui, Marina? Hein, comme, de remettre, ou comme vous sauf voulez. si ça vous demande une seconde pour répéter peut-être la. Ah, euh, les travaux? Oui, oui. Alors, il y a oui, plusieurs travaux. Vous avez les travaux. Alors, je vais peut-être vous les peler parce que c'est Enesdad. Alors, c'est He2Nestad. Ça, c'est les travaux en 90 qui ont travaillé sur les effets de la double contrainte. On a aussi des travaux de Smith et Lewis en 2011 qui ont travaillé aussi sur l'injonction paradoxale, sur la cohérence interne de l'entreprise, de la personne, pardon. Et sinon, vous avez aussi les travaux de Vatlavik. Alors là, pour vous l'épeler, ce sera un peu plus difficile. on va le mettre, Voilà, on le mettra à on l'écrit. va le mettre après Voilà. C'est dans le chat. Oui. 1976. C'est le père de l'injonction paradoxale, enfin de la double contrainte, parce qu'en psychologie, on parle beaucoup de double contrainte. Alors, euh, de Louis, là, quand l'entreprise est fermée à cela et qu'elle ne souhaite pas investir dans le bien-être de ses salariés, comment l'amener à reconsidérer sa position? Alors Alors, là, en lui, clairement, en lui montrant que, il y a une étude qui a été faite il y a quelques années, investir 1 euro dans la prévention des risques psychosociaux, ça rapporte 14 euros à l'entreprise. Alors déjà, en général, quand on leur parle d'argent, avec des là, faits, ça calme. c'est pas mal. Mm, mm. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir, c'est du gagnant-gagnant, des salariés qui sont bien, une entreprise qui fonctionne mieux, c'est une entreprise qui gagne plus d'argent. Euh, Moins d'accidents, moins d'absentéisme, 20% de productivité en plus sur des salariés qui sont bien. Donc ça peut être une bonne motivation euh, pour les pousser à investir dans la qualité de vie au travail. Et, je prends la réponse parce qu'effectivement, 1 pour 14, ça, c'est un bel investissement. En général, parce que c'est souvent, on nous dit, hein, faire de la prévention, ça coûte de l'argent, les risques psychosociaux, ça nous coûte de l'argent. Oui, mais en fait, ça vous rapporte de l'argent aussi. Et c'est pas au détriment des salariés, au contraire. Et ça peut faire évoluer un peu la performance de l'entreprise, ça peut aider à grimper en performance. C'est souvent ce qu'on. D'ailleurs, voilà, nous avons un ami commun avec Vincent Beau et je pense que c'est Oui. souvent ce qu'il reprend, c'est-à-dire que derrière, c'est pas simplement des sujets pour se faire plaisir ou pour discuter. C'est-à-dire quelque part, en tant que bah, vous êtes vous-même en plus chef d'entreprise, donc, le chef d'entreprise a les contraintes de faire fonctionner l'entreprise. Et pour ça, il faut aussi que les choses, enfin, c'est pas juste pour parler autour d'un café. À un moment donné, il faut que l'entreprise Mm. soit, ben, remplisse ses objectifs de résultat. C'est clair, ou sans ça, elle n'existe plus. Exactement. C'est ça. Alors, l'île de Lila, comment, hop là, la question qui bouge en même temps, comment ne pas heurter l'ego du manager? Comment formuler? Alors, pour ne pas heurter l'ego du manager, de la gentille manipulation, lui dire que ça vient de vous, que c'est vous qui n'avez pas compris. De lui dire simplement, ça vient pas de ta communication, mais c'est juste que moi, j'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux juste me réexpliquer où est la priorisation parce que j'ai pas compris. En général, on ne heurte pas son ego puisqu'on dit que c'est nous qui comprenons pas. La psychologie, c'est pas mal quand même. Ça sert, Alors, hein. d'Alexandrine, selon vous, est-ce que le DURP, RPS, voilà, la démarche de prévention des RPS et les actions associées sont des ressources pertinentes pour traiter le sujet des injonctions? Oui, oui, clairement, puisque finalement, quand on va traiter les RPS dans le document unique, on va traiter aussi de tout ce qui est situation génératrice de stress
et violence interne. Donc, situations qui vont générer des conflits. Donc, ça, c'est deux thématiques qui sont liées avec les injonctions paradoxales. Donc, remettre une communication cohérente, remettre des objectifs clairs, ça va avoir un impact direct au niveau de la prévention des RPS. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions qui étaient sur le chat. Alors, pouvez-vous, SVP, nous donner la référence de l'étude qui a mené à la conclusion 1 € investi dans la prévention des RPS, 14 € gagnés. Alors, Oui, alors là, ça fait mouche. il faut que je vous le retrouve. Je crois que c'était en 2018. Euh, je le retrouve et puis on le fera passer par écrit avec C'est pareil. les... On Voilà. le mettra, on le remettra dans les commentaires. Pardon, Delphine. Parce On que va je essayer n'ai de pas trouver toutes les le. dates en tête, je suis désolée. Voilà, Mais je on l'ai. va vous remettre ça. On va vous le remettre directement sur le post de l'événement sur LinkedIn. Alors, pouvez-vous redonner les chiffres sur ce rapport de l'entreprise et la bonne question des RPS? Oui, pouvez-vous nous redonner les chiffres sur ce que rapporte à l'entreprise une bonne gestion des RPS? Oui, donc Mm. c'est la même question qu'au-dessus de Delphine. Ok, je pense qu'on a fait à peu près le tour des différentes questions. Par contre, pardon si j'ai oublié un peu dans le fil. Euh, Peut-être un petit mot quand même peut-être on est en 2024, donc peut-être enfin, en début d'année 2024, une bonne, je sais pas, une bonne pratique, une bonne méthode, quelque chose à mettre en route pour faire en guise de conclusion. Une bonne Quelques pratique, conseils, disons, voilà, pour pas tomber dans des travers dès le début d'année. bah, démarrer dès maintenant à être dans une bonne écoute dans ses équipes, instaurer de l'échange, euh, essayer de mettre un maximum de temps justement d'intelligence collective et d'être ouvert justement au retour de nos managers, de nos équipes pour limiter les injonctions paradoxales. Finalement, ça va nous permettre d'engager un maximum nos équipes, optimiser notre performance. Puis après, une fois que ça devient une logique interne, naturellement, on va aller moins vers l'injonction paradoxale. Donc se dire 2024, on s'écoute mutuellement et on avance ensemble. Alors, ça, c'est quand même une bonne chose. Peut-être comment on vous contacte s'il y a des personnes qui veulent vous contacter, Marina? Alors directement, c'est possible via LinkedIn. Donc Et donc, il y a le lien dedans. Oui, OK. voilà, soit avec mon profil, soit avec la page Etaya, on répond sans problème. Et ben alors, voilà. Et ben écoutez, en plus, on débute l'année avec un webinaire qui est en plus dans les temps. En tout cas, il me reste quand même à vous remercier, Marina, parce que vous avez pris sur votre temps, qui est précieux, n'est-ce pas, voilà, pour prendre un peu le temps avec la communauté au niveau d'InfoRisque de venir échanger avec nous. Euh, Peut-être que si ce webinaire a plu, peut-être qu'on vous réinvitera aussi, peut-être qu'on aura des sujets comme ça en cours d'année, parce que ces questions, c'est vrai que la psychologie, c'est pas non plus de la, j'aurais tendance à faire un mauvais jeu de mots, mais à me dire, c'est pas de la psychologie à 2 balles, c'est vraiment des choses qui sont très concrètes et qui touchent les relations humaines, et c'est peut-être de ça qui donne du sens aussi dans les entreprises, Mm. peut-être. Alors, on en est là aujourd'hui, hein, qu'est-ce qui a du sens? Alors, il me reste à remercier, de tous vous remercier quand même pour votre participation à ce premier webinaire. N'oubliez pas de vous inscrire éventuellement sur la page. Donc, vous avez tout ce qu'il faut sur inforisque.fr, sur la rubrique webinaire les prochains. Et je vous invite surtout à celui du 29 janvier, donc, qui est justement avec Vincent Beau. Et on va parler pour en finir avec la vigilance partagée. Donc, encore des sujets qui vont pas être tristes, n'est-ce pas? Mais bon, il y a d'autres c'est en préparation. N'hésitez pas à vous connecter. Et voilà, sur InfoRisque, vous avez la possibilité en plus de vous inscrire sur cette petite news où on vous tiendra informé au fur et à mesure des différentes inscriptions. Voilà, maintenant, pour ceux qui n'ont pas pu suivre totalement ce webinaire, eh bien, il sera repositionné également sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, InfoRisque, vous le retrouvez à peu près partout. On va le diffuser aussi sur nos podcasts. Allez, vous consommez InfoRisque comme vous le souhaitez. Voilà, encore merci. Bon appétit à tous et un immense merci, Marina.
Avec grand plaisir. Merci et puis bonne continuation à tous. Allez, bonne journée. Bonne journée.